Bonjour, je m'appelle Christian Ingrao, je suis directeur de recherche au CNRS et j'interviens ici pour le programme Rupture. Et on m'a demandé d'intervenir dans ce programme sur la question du témoignage et pour témoigner pour résister, parce que j'ai fait partie longtemps d'un laboratoire CNRS qui s'appelle l'Institut d'Histoire du Temps Présent et qui a une histoire assez particulière, hein. Ce laboratoire, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, hein, sous la forme d'un comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, un comité d'histoire aussi de l'occupation et de la libération de la France, hein. C'était deux institutions qui ont fini par fusionner et elles ont été chargées, c'est pour ça que la chose est intéressante, elles étaient chargées pendant l'événement de collecter des témoignages, des récits, mais aussi des constats, de dresser un inventaire à la fois de ce que fut l'expérience de l'occupation allemande, en termes de dégâts, en termes de massacres, en termes de dégâts matériels, de déprédation, de spoliation, etc., etc., mais aussi s'agissait de rassembler des témoignages sur ce qu'avait été l'occupation en France. Et donc, ce qu'on peut voir ici, donc, si vous voulez, c'est que c'est intéressant de voir que pendant même un événement, assez souvent, il arrive que des individus, des groupes sociaux ou des institutions se décident à en collationner les traces avant même d'attendre la clôture de cet événement, hein. Ce qui se passe en France à l'automne 1944, à partir de l'automne 1944, se passe en fait dans toute l'Europe. On a le même type d'initiative de création d'institutions chargées à la fois de choses qui sont de l'ordre du constat ou de l'inventaire des traces matérielles, des pertes matérielles et démographiques entraînées par la guerre et par l'occupation allemande, mais aussi des institutions chargées de la collecte de témoignages et chargées de la fixation et de la transmission de l'expérience, qu'elle soit individuelle ou collective, de l'expérience de guerre, hein. Pour essayer de vous en convaincre, je vais vous raconter, c'est comme ça que font souvent les historiens, je vais vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, on va dire, elle se termine le 18 septembre 1946 à Varsovie, au 68 de la rue Novolipki. À cet endroit-là, à ce moment-là, un chantier avec des ouvriers qui travaillent assez lentement, assez précautionneusement, parce qu'ils travaillent dans les champs de ruines du ghetto de Varsovie, champ de ruines qui est miné, et donc chaque coup de pioche peut faire exploser quelque chose, on ne sait jamais. Et autour de ce chantier, deux personnes se pressent, hein. L'une s'appelle Herschel Wasser, l'autre Rachel Auerbach. Rachel Auerbach était une journaliste, Herschel Wasser, lui, était un jeune résistant qui avait été le secrétaire d'un personnage qui va nous intéresser, qui s'appelle Emanuel Ringelblum, qui avait fondé une petite organisation de résistance dans le ghetto de Varsovie, résistance qui consistait en fait à collecter les traces de l'expérience de la vie dans le ghetto, ce ghetto qui a existé de 1939 à 1943, qui est clos à partir d'octobre 1940. Et donc Emanuel Ringelblum avait décidé de sauver du néant, de l'oubli, de l'entropie, de l'écrasement et bien sûr de l'extermination, hein, surtout, l'ensemble des traces de la vie du ghetto. Il avait donc attiré autour de lui une petite organisation dans laquelle il y avait donc des journalistes, lui-même était historien, Herschel Wasser, lui, était un étudiant, et il y avait avec eux quelqu'un qui s'appelait Israel Lichtenstein et qui tenait une école, une école juive non religieuse qui était située donc au 68 de cette rue Novolipki où en 1946 se tiennent les travaux. Et pourquoi y a-t-il pourquoi y a-t-il ce chantier? Ben, tout simplement parce que Ringelblum avait demandé à Israel Lichtenstein
de s'assurer que l'ensemble du travail de cette organisation collectant les témoignages ne serait pas perdu dans la destruction de la communauté du ghetto de Varsovie et dans sa destruction physique et dans la destruction physique du ghetto. Et donc, Emmanuel Ringelblum avait chargé Israël Liechtenstein de camoufler, de masquer, d'enfouir des capsules. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, des capsules de témoignages sur la vie du ghetto et sur les gens qui étaient dedans. Le 15 avril 1943, donc, Israël Liechtenstein a enfoui au 68 de la rue Novolipki 2 capsules. Et 4 jours plus tard, hein, le 19 avril 1943, il y a de cela aujourd'hui 77 ans, c'est l'anniversaire, commença le soulèvement du ghetto de Varsovie. Hein, les gens qui étaient dedans savaient parfaitement qu'ils allaient à une mort certaine, mais ils avaient choisi d'accueillir debout les exterminateurs nazis, de mourir debout, les armes à la main, et de ne pas se laisser déporter vers l'extermination. Aujourd'hui est donc le jour anniversaire jour anniversaire du soulèvement de Varsovie, mais derrière ce soulèvement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y avait, alors même que cette communauté était à l'extrémité de son espérance, de sa désespérance, le réflexe qu'avait mis en place cette communauté pour faire face et réagir à ce qui ressemblait à une perspective d'annihilation collective absolument totale, c'était la collecte de témoignages, c'était le rassemblement de ce qu'il pouvait y avoir à transmettre et transmettre par-delà l'extermination, par-delà l'annihilation, par-delà le destin terrible auquel ils étaient censés être promis. Ce 18 septembre 1946, devant les yeux d'Herschel Wasser, ce sont 2 grandes cantines en métal qui sont exhumées par l'équipe d'ouvriers, et dans l'une de ces cantines, ouverte plus tard avec beaucoup de soin, sont retrouvés des journaux, des lettres, des chroniques, des témoignages, et parmi ceux-ci, Israël Liechtenstein a laissé un dernier témoignage qui se termine par des lignes que je voudrais vous lire ici. Voici ce que dit Israël Liechtenstein. « Je voudrais que l'on se souvînt de ma femme, Geze Eckstein. Elle a travaillé pendant les années de guerre comme éducatrice et enseignante, a préparé des pièces de théâtre, des costumes. Tous deux, nous sommes prêts à rencontrer et recevoir la mort. Je voudrais que l'on se souvînt de ma petite fille, Magalit, qui a 20 mois. Elle maîtrise pas pleinement le yiddish et le parle parfaitement. À 9 mois, elle a commencé à parler clairement yiddish. Son intelligence, elle égale des enfants de 3 ou 4 ans. Je ne me lamente pas sur ma propre vie ou celle de ma femme. Je plains simplement cette jolie et talentueuse petite fille. Elle aussi mérite que l'on s'en souvienne d'elle. » Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse quelques secondes à ce témoignage, parce que au fond, il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit que ce qui compte ici, ce qui comptait dans la motivation d'Emmanuel Ringelblum, d'Israël Liechtenstein et de tous leurs semblables, n'était au fond pas de se sauver eux-mêmes de la mort et du néant, mais bien de sauver par le témoignage cette fonction fondamentale qui est celle de la transmission. Que chacun de nous, individus, soit mortel, est une chose que nous avons tous à intégrer. Il n'en reste pas moins que cette donnée du réel, nous arrivons à la transcender, et nous la transcendons en transmettant, en faisant que ce qui colonise notre encéphale et notre cerveau ne meure pas avec nous, mais soit transmis à une personne suivante, qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et cette question de la transmission, c'est évidemment la question la plus fondamentale, et elle existe quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, et il n'en a pas besoin d'être sous le coup d'une menace d'extermination pour mettre en place cette opération si profondément historienne qui est celle
de la remémoration pour la transmission. C'est par exemple ce que fait Raphaël Samuel, un grand historien qui est à Ruskin College dans les années 60 et qui voit autour de lui s'évanouir quelque chose qui est de l'ordre de la culture ouvrière, et pour qu'elle ne s'évanouisse pas, il envoie ses élèves un peu partout, dans les banlieues des grandes villes du Nord et de l'Est et de l'Ouest, je veux dire, de la Grande-Bretagne, pour que l'on puisse faire l'histoire des gens d'en bas, l'histoire de ces mondes ouvriers qui, sous le coup de la deuxième révolution industrielle et sous le coup ensuite des politiques néolibérales de Margaret Thatcher, sont en train de disparaître. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que au fond, il n'est pas besoin d'être en danger immédiat pour mettre en place des témoignages, et on met en place des témoignages simplement pour des questions de transmission, pour que l'expérience que l'on est en train de faire soit une expérience dont la mémoire puisse se transmettre à ceux qui viendront après nous. Et donc, le travail que vous êtes en train de mettre en place, ce travail sur le confinement, il est à la fois ici pour conserver la trace de cet événement si singulier que nous sommes en train de vivre, événement qui ne nous met certes pas physiquement, collectivement en danger comme le faisait la pratique génocidaire nazie pour les membres du ghetto de Varsovie. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que ce que vous êtes en train de faire est du même essence et de la même nature et de la même essence que ce que faisait à la fois Emanuel Ringelblum et Raphaël Samuel. Mais je voudrais vous faire réfléchir sur une dernière chose. Quand Emanuel Ringelblum et Israël Lichtenstein mettent en place leur travail, ils travaillent comme leur travail de collection de documents, ils travaillent en gros avec cet outil qui est apparu au XIe ou XIIe siècle avant Jésus-Christ et qui est l'invention de l'écriture. Ringelblum et toute son équipe n'ont que cela pour travailler. Raphaël Samuel, lui, a amélioré la chose en envoyant ses étudiants avec des magnétophones pour mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de l'enquête orale, en réussissant à trouver un moyen d'enregistrer et de stocker les témoignages. Vous avez la chance de mettre en place votre travail après une toute autre révolution, la révolution numérique, qui vous permet de capter, de conserver et de transmettre tout à la fois du son et de l'image, qui vous permettent donc de mettre en place une grande collection de témoignages qui auront une capacité à se transmettre qui sera bien plus importante. Je vous laisse avec ce message, vous montrer d'abord que votre travail s'inscrit à la fois dans une longue lignée, vous êtes les héritiers d'une très belle lignée qui va des premières personnes qui collectent des témoignages, et je pense ici bien sûr à Homère, à Thucydide et Hérodote, le fond de nos grands compagnons et grands ancêtres grecs, jusqu'à évidemment Emanuel Ringelblum et Raphaël Samuel. Vous en êtes les héritiers, et vous êtes les héritiers avec ces armes de la contemporanéité que sont les armes du numérique. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre enquête et vous adresse mes saluts les plus amicaux. Au revoir.